Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 176e site-rep sur la Syrie et sur la Palestine, en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes, plein de bonnes choses pour vous. Et merci de nous suivre, et merci aussi de vous abonner aussi pour ne pas perdre non plus tous les nouveaux les nouveaux sites-rep, parce que c'est important d'avoir la totalité pour suivre les événements en fait. C'est comme vous voulez. Alors le prochain site-rep sera d'ailleurs très certainement diffusé en direct et vous pourrez poser vos questions. Donc surveillez bien l'actualité sur notre chaîne. Nous vous l'annoncerons bien sûr au moins 24 heures à l'avance. Aïssar, donc sans transition, on va parler de ce qui se passe en Palestine et à l'ONU. Donc voilà, donc ça y est, Israël a commencé l'offensive sur Rafah. Donc ce que tout le monde craignait et ce que personne n'a réussi à empêcher, puisque finalement Israël, on peut dire, est plus seul que jamais. Alors, ce que je voudrais d'abord, c'est quand même souligner tout notre soutien et notre admiration de la résistance palestinienne, en fait, qui maintenant entame son 8e mois dans cette guerre de résistance, et qui non seulement n'a pas faibli, qui est toujours, comme au premier jour, toujours très présente, toujours très vigilante, et qui donne des coups qui font mal aux Israéliens, aussi bien à Netzarim, aussi bien que dans les endroits qu'ils envahissent à Gaza, qu'à Khan Younes, qu'à Rafah. Ça, c'est un premier point. Je voudrais aussi saluer tous les fronts de soutien à la résistance palestinienne, qui sont le front de la résistance libanaise, le front de la résistance irakienne, le front de la résistance yéménite, qui aussi font un travail absolument fabuleux de défense des Palestiniens, et puis de blocus aussi économique et politique d'Israël, tant qu'il continue, Israël et ses alliés, tant qu'il continue l'agression contre Gaza. En fait, tout en affirmant, vous arrêtez de bombarder Gaza, on arrête. Mais en fait, là-dessus, et c'est effectivement, nous continuerons à vous faire mal, et à faire mal à la fois au portefeuille, c'est-à-dire que le côté économique, tous les navires qui viennent vers la Palestine occupée et qui partent de la Palestine occupée, ils sont interdits à la mer Rouge, dans la mer Rouge, et ils sont interdits par les Yéménites. Et ils seront aujourd'hui, après les décisions et puis le rejet, l'attaque contre Rafah, les Yéménites ont élargi leur champ d'action à tout ce qu'ils peuvent toucher effectivement dans les mers autour du Yémen pour les interdire de passer, interdire les navires qui viennent vers les territoires occupés. Il est important de souligner que le port d'Eilat, il est pratiquement un port fantôme maintenant, qui est donc sur la mer Rouge, que les passages par Bab el-Mandeb sont aussi interdits aux navires israéliens ou ceux qui trimballent des produits ou des marchandises pour les Israéliens et d'Israël, quel que soit le pays. Donc là aussi, il est important de voir aussi, étant donné que les États-Unis et l'Angleterre et puis les pays de l'OTAN ont réagi par le bombardement du Yémen, un bombardement aveugle pour soutenir Israël, et bien aussi, là, ils se sont joints
à la liste des ennemis à bloquer, et donc aussi leurs navires sont bloqués, ils ne traverseront pas la mer Rouge. Donc là on entame effectivement le 8e mois, vous allez voir que de toute façon, il est d'ailleurs clair que l'économie israélienne, elle est en berne, et elle est en baisse catastrophique, quoi. Ça, c'est donc et en plus, je voudrais saluer aussi, en fait, on a parlé du Yémen, on va parler de l'Irak et du front du Hezbollah, donc le sud Liban et le nord de la Palestine occupée. Il faut savoir que toutes les colonies du nord de la Palestine occupée sont complètement des colonies fantômes maintenant, elles sont toutes vidées, il y a plus de 100 000 personnes pratiquement qui sont dehors, qui sont du côté de Tel Aviv, qui sont en train de vivre dans des hôtels et dans des lieux de remplacement. Ça c'est un point. Le deuxième point, c'est que aussi les coups du Hezbollah ont toujours visé les bases importantes en fait qui dirigent la guerre en fait contre tout le monde, contre les Palestiniens, contre les Syriens, etc. Ces bases importantes qui sont des bases où il y a effectivement tous les centres névralgiques d'écoute, de bruitage et de direction, d'orientation des avions qui attaquent, etc. Donc tout cela sont pratiquement à terre maintenant, après plusieurs bombardements de la part du Hezbollah libanais. De la part du Hezbollah irakien, il y a eu des attaques contre les bases américaines en Syrie, en Irak et maintenant à Haïfa. En fait, il y a eu à un moment donné, maintenant ils reprennent donc les attaques. Rien qu'hier, il y a eu 3 bases dans le triangle Al-Tanf qui ont été bombardées. Ils ont bombardé aussi dans le Golan syrien des bases américaines, israéliennes ce sont les bases qui dirigent effectivement les attaques contre la Syrie, contre la Syrie, contre l'Iran, contre la région, en fait, etc., contre le Yémen. Donc, cette base a été aussi anéantie sur le plan opérationnel, opérationnellement. Et ça continue. Donc, si les Israéliens continuent, et c'est vrai qu'il y a eu des attaques contre des villes libanaises, contre Baalbek, il y a eu par les Israéliens, il y a des attaques contre les villages de frontières, mais le peuple libanais, il est, en tout cas le peuple libanais dans ces régions, il ne jure que par la résistance et il continue à soutenir la résistance libanaise et la résistance palestinienne. Donc ça, ce sont des points qui sont très importants, qui montrent à tout le monde que les Palestiniens ne sont pas seuls, ils ne seront pas seuls. J'aurais voulu aussi parler, on en a parlé un petit peu la dernière fois, pour la présence iranienne en fait dans cette comme un pôle important de soutien, et la présence syrienne comme pôle important de soutien à la résistance palestinienne. D'ailleurs la Syrie, elle est systématiquement bombardée par Israël, donc sur des endroits qui sont aussi les centres qui abritent des conseillers iraniens, des conseillers de Hezbollah. N'oublions pas que Israël a attaqué aussi l'ambassade iranienne à Damas. Donc c'était un double crime, une double attaque, et qui leur a valu la riposte de l'Iran
par 300 missiles et 300 drones et missiles hein, dans la nuit du 13 au 14 avril. Donc tout ceci, c'est important, voir que les Palestiniens ne sont pas seuls, les Palestiniens continuent et toute la résistance palestinienne continue son combat, qu'aujourd'hui, le jour même où les Israéliens se sont retirés de Khan Younes, la résistance a remis la main et repris Khan Younes. Le jour où ils se sont retirés du nord de Gaza, eh ben, on a vu aussi la résistance du Hamas et du comment il s'appelle Kata'ib al-Aqsa remettre la main aussi sur le nord de Gaza. Et des Merkava israéliennes ont été attaquées et sont en train de cramer avec ceux qui sont à l'intérieur comme ça. Aujourd'hui, il y a eu des attaques contre les soldats israéliens qui sont entrés dans l'est de Rafah. En fait, aussi, et ils ont eu... ça a fait très mal puisque on a vu les hélicoptères israéliens transporter les blessés, les soldats blessés vers l'hôpital d'Al-Quds, en fait, de Jérusalem occupée. Donc, en fait, malgré tout, on peut saluer le peuple la résistance palestinienne qui est aussi forte que le premier jour, après 8 mois en fait de combat, alors que les Israéliens, ils ont mis l'accent sur l'anéantissement, la tuerie systématique des femmes, des enfants, des hôpitaux, des Palestiniens. Donc aujourd'hui, on a dépassé vraiment, on a dépassé je ne sais pas, on est à 45, presque à 45 000 morts et 70 000 blessés, 70% des habitations qui ont été détruites. C'est quelque chose d'absolument horrible et où on peut dire les Israéliens ou l'armée israélienne n'a fait que tuer sans réaliser le moindre succès militaire, comme ils le disent, parce qu'eux, ils se sont fixés comme objectif la fin de Hamas, la libération de leurs otages, etc. Et bien, en fait, rien n'a été fait de tout ça, à part des milliers de civils, des milliers de maisons qui sont complètement détruites, des milliers de civils qui sont tués, surtout une grande partie, 14 000 enfants de ces 40 000 morts, ou 35 000 morts, mais je dirais le bilan augmente tous les jours. On n'arrive même plus à dire il y a tant de morts, tant de blessés, etc. C'est tous les jours que le bilan augmente, c'est tous les jours qu'il y a des massacres, c'est tous les jours qu'il y a des immeubles entiers qui sont démolis sur la tête de leurs habitants. Encore cette nuit, deux tours qui ont été abattues à Rafah sur la tête de leurs habitants. Donc tout cela nous fait dire aussi qu'il est de plus en plus clair, pas seulement à nous d'ailleurs, même les locaux de l'UNRWA ont été aussi dynamités, les UNRWA et les NGOs, les organisations non gouvernementales qui agissent aussi en Palestine, ils ont été bombardés, leurs locaux ont été bombardés. On sait qu'il y a eu cette organisation de la cuisine internationale, ils ont été tous tués. En fait, tous les jeunes qui opéraient là-dedans, en fait, 7 personnes ont été tuées parce qu'ils distribuaient des vivres aux Palestiniens. Maintenant, le fait le plus grave aujourd'hui, c'est que les Israéliens ont mis la main sur le passage de Rafah, donc rien ne passe pour Gaza, puisque c'est l'unique passage par lequel passent
tous les vivres et tous les aides humanitaires, etc. Alors que les camions s'entassent en fait du côté de la frontière égyptienne du passage de Rafah pour amener les vivres et les secours médicaux aussi aux Gazaouis, et ben rien ne passe. Donc vraiment une volonté de génocide absolument prémédité et qui se confirme dans la volonté et qui se confirme dans la pratique, dans une incapacité totale, je dirais, des instances internationales à faire appliquer l'ordre international, la loi internationale, la charte des Nations Unies, et aussi ce que tous les pays du monde ont voulu faire à travers cette charte, hein, c'est la paix en fait entre les peuples, dans le monde entier. Mais une paix fondée sur une justice réelle. Fondée sur une justice réelle, merci Raphaël de le dire, parce que l'injustice que subit le peuple palestinien depuis 100 ans maintenant, ça fait trop, c'est trop, et enough is enough, comme on dit. Donc il faut arrêter et il faut reconnaître le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même, à choisir ses dirigeants et à faire ce qu'il veut dans ses terres. Et à ce qu'il vive sur ces terres déjà, d'une part. Je voudrais juste une phrase, tu me permets, en ce qui concerne la Cisjordanie, parce que la Cisjordanie est envahie aussi tous les jours. Elle est envahie, violée, les gens sont arrêtés, tués, ils sont arrêtés, même vraiment, c'est de l'arbitraire total, ajouté aux exactions et à la torture qui est systématique, hein, aussi bien par rapport aux prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes, que par rapport aussi à tous ces civils qu'ils ont arrêtés à Gaza, qu'ils ont dénudés, arrachés à leurs vêtements et qui ont subi des exactions, des tortures absolument incroyables pour leur faire avouer on ne sait trop quoi. Mais tout ça, soi-disant, pour trouver où se trouvent les otages qui sont pris par les Palestiniens, eh ben, il faut aussi dire que encore un officier important de l'armée israélienne est mort récemment aussi par les feux israéliens parmi les otages. Et donc là, Qita Ibn Qassam l'a dit et annoncé. Il faut dire que Hamas a accepté des conditions de paix qui ont été proposées par les intermédiaires, les modérateurs, enfin les intermédiaires. Les pays négociateurs. Les pays négociateurs. Ils ont accepté et en fait, à partir du lendemain de l'acceptation, Netanyahou a envahi Rafah, ce qui montre bien qu'il n'a pas du tout l'intention d'arrêter la guerre et que toutes ces négociations, c'était pour gagner du temps, pour rester encore plus au pouvoir et pour éviter d'aller en prison. Parce qu'il faut quand même savoir que Netanyahou a plein de casseroles au niveau de son dossier de corruption, et que à partir de là, si la guerre s'arrête, il ira en prison parce qu'il sera jugé et sa carrière politique sera terminée. Donc ça, c'est un peu les événements, mais de manière très rapide, parce qu'en 10 jours, tous les 10 jours, et en ce temps qui nous est imparti, on ne peut pas... les choses avancent très vite. On a vu qu'au niveau de la Cour internationale de justice, il y a eu un mémo nouveau qui a été aussi, auquel a appelé Ilena Di Pandor, aussi Madame la responsable des relations internationales
et de la coopération de l'Afrique du Sud, hein, Naledi Pandor. Donc elle a appelé aussi à ce que, en fait, il y a des mois et des mois, maintenant on est au 8e mois et on parle de génocide et on ne fait rien pour le stopper. Donc elle a demandé à ce que la Cour s'active pour statuer et pour faire quelque chose, ça d'une part, et que d'autre part, il y a des avocats qui ont mis en place aussi une procédure contre Netanyahou aussi et contre Israël à la Cour pénale internationale. Et cette Cour pénale internationale devrait statuer sur le fait, et puis de ce fait-là, immédiatement, ils reçoivent des mises en garde, des mises en demeure, je dirais, et des menaces de la part des États-Unis ou de sénateurs des États-Unis menaçant les membres de la Cour. Et c'est pas un ou deux sénateurs, hein, tu me disais combien c'était une trentaine, 130 je crois. 123 je crois, j'ai retenu le chiffre. Enfin, 123 sénateurs. Je ne sais pas, enfin je ne sais pas le nombre exact. Plus d'une centaine en tout cas. Oui, et voilà, donc des sénateurs israéliens, et c'est américains, oui, américains qui soutiennent Israël. Donc, et puis, on voit quand même que tout d'un coup aussi, la répression a commencé à s'abattre sur les élèves et dans les universités américaines, dans les universités européennes, etc. Une très forte répression contre tous les étudiants et les professeurs qui ne faisaient que scander les valeurs qui leur sont enseignées dans l'université, c'est-à-dire les valeurs de la justice, de la liberté, de la paix, etc. Donc là aussi, une répression féroce. Les policiers ont envahi pas mal d'universités, en fait, notamment la plus importante, c'est l'université de Columbia et l'université en Californie. C'est quelque chose d'assez ahurissant. De voir ce pays qui, pendant des années, disait nous sommes les défenseurs de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme, etc. Et maintenant, rappelez-vous, c'était l'invasion de l'Irak, c'était au nom des droits de l'homme. Hein. Rappelons ça. Rappelez-vous aussi que l'invasion de la Syrie, c'était au nom des droits de l'homme. Hein. Il y a eu tous les jours, pratiquement, à une réunion du Conseil de sécurité, une réunion du Conseil de l'ONU pour des interdictions, pour des sanctions contre la Syrie, etc., alors que c'était du faux. Et là, voilà, on voit le génocide se dérouler sous nos yeux et personne ne peut rien y faire pour le dérouler, pour le bloquer. Et puis là, ça montre les deux poids, deux mesures flagrants, en fait, hein. On peut aussi citer le cas de la Russie, parce qu'en une demi-journée, il y a eu une cascade de sanctions contre la Russie, mais en une demi-journée, mais sur des allégations qui ne sont même pas prouvées, où il n'y a rien eu, etc. Et là, il y a sur des allégations qui sont prouvées, sur des rapports, sur des rapports des conseils, des conseillers de l'ONU qui sont des experts, rien n'est fait, et en plus tout est interdit pour faire, en fait, hein. Toutes les interdictions sont mises en place. Alors, donc ça, c'est un deuxième point. Tu as parlé des pays occidentaux qui se faisaient parfois les chantres des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Je voudrais mentionner l'histoire de Julian Assange, hein, qu'on a parfois abordé ensemble, et qui sera bientôt jugé une énième fois par rapport à son extradition possible vers les États-Unis, où il risque la peine de mort, malgré les dénégations des autorités américaines. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette histoire de Julian Assange ? Parce qu'il avait quand même révélé... Ça m'inspire qu'ils prétendent toujours à la liberté de presse, s'il vous plaît. Julian Assange, c'est un exemple type de cette oppression de la liberté d'expression, de l'interdiction de la liberté d'expression dans les pays occidentaux, et qui est absolument flagrante. Ça fait combien d'années qu'il est en tôle ?
et ça fait combien d'années qu'il est maltraité et qu'il est en prison, en isolement, combien d'années? Tout ça parce qu'il a osé donner des informations. Et donner des informations. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Je voudrais aussi rappeler, et là on est dans l'anniversaire de 2 ans de l'assassinat de Shirin Abu Akleh, qui était aussi une journaliste qui répercutait les réalités du terrain. Le nombre de journalistes qui ont été tués à Gaza a dépassé les 150, a dépassé le nombre des journalistes qui sont morts et qui sont tués dans toutes les guerres. Et c'est quelque chose, c'est les journalistes. Alors pire encore, les médecins qui ont été tués, parce que ce sont des témoins oculaires de ce qui se passe sur le terrain. Des médecins qui ont été tués, des médecins qui ont été des équipes médicales, des médecins qui ont été torturés pour qu'on leur fasse reconnaître des choses qu'ils ne veulent pas reconnaître, des médecins qui sont arrêtés avant, même en France, je voudrais quand même parler du docteur Bensetti. Britannico-palestinien. Britannique d'origine palestinienne, qui était aussi à Gaza. Il venait témoigner, il était invité par le Sénat, par une sénatrice, et par le groupe parlementaire au Sénat, un groupe au Sénat écologistes. Et ils l'ont bloqué à Charles de Gaulle, à l'aéroport Charles de Gaulle. Ils lui ont interdit de venir, d'entrer dans Paris. Et ils l'ont gardé jusqu'à minuit aussi. Ils ne l'ont laissé repartir chez lui que vers minuit, de manière à l'embêter au maximum à l'arrivée à Londres. C'est quelque chose d'absolument immonde. Et ça veut dire quand même que les États-Unis se permettent tout, tout pour eux. Et en fait, ils ne permettent... alors qu'ils sont, soi-disant, les défenseurs de la justice, de la paix et des droits de l'homme. Et donc ça, c'était une action de l'Allemagne qui a fait que ce docteur, ce médecin n'a pas pu rentrer en France. Oui, mais c'est une interdiction de l'Allemagne sur l'espace Schengen. Voilà. Parce qu'il ne voulait pas lui accorder de visa Schengen. Mais alors, en tant que Britannique, il n'a pas besoin de visa pour venir en Europe. Hein. Tout à fait. On peut rappeler que après les États-Unis, l'Allemagne est le deuxième plus gros fournisseur d'armes, et de loin, à Israël. Absolument. C'est un allié indéfectible. L'Allemagne, la France n'en est pas moins loin quand même. Les États-Unis, donc ils sont tous effectivement complices. Et puis je voudrais dire quand même que le Nicaragua, qui a étendu le procès à l'Allemagne, la procédure en fait de génocide à l'Allemagne comme étant complice dans le génocide des Palestiniens, c'est aussi, je voudrais les saluer au Nicaragua, mais ça suit son cours. Mais en fait, on voit tout d'un coup que le monde entier est quelque part, et ils essayent de faire passer les décisions et puis les choses qui sont d'ailleurs basées sur la charte de l'ONU et qui sont basées sur les lois même que ces pays qui prétendus démocratiques défendent, et ils ont mis en place en plus, et ben ils n'y arrivent pas. Parce que États-Unis et pays de l'OTAN, ils ont refusé, alors qu'ils se disent les chantres de la liberté. Aujourd'hui, ils sont des chantres de l'interdiction et de la dictature, en fait, de museler la parole. Quoi. Ceci dit, le roi est nu. Le visage du sionisme est apparu au grand jour, hein, encore récemment à la tribune de l'ONU, puisque tu me parlais de ce qu'a déclaré l'ambassadeur israélien à l'ONU. C'est quand même, si tu peux répéter... Alors oui, ce qui est important en fait, c'est de savoir que 134 pays aujourd'hui... D'abord, il y a eu une première fois la présentation de la demande de la Palestine à être à part entière
un membre de l'ONU. En fait, ça a été refusé, ça a été accepté déjà au Conseil de sécurité par tous les pays, et tous les pays du Conseil de sécurité. Les États-Unis ont mis un veto, et ça c'est il y a un mois. Aujourd'hui, à nouveau, hier, l'Algérie a présenté à nouveau cette demande, mais au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Et donc là, c'est important. 143 pays de l'Assemblée générale ont été pour que la Palestine soit membre à part entière de l'ONU. Il y a 9 pays contre et 23 pays qui se sont abstenus. Et là, effectivement, après que c'est bien sûr, donc ça a été accepté, comme il y a 143 pays quand même contre 9. Hein. Donc ça a été accepté, la Palestine est acceptée en tant que membre à part entière à l'ONU. Et là, le représentant israélien, quand il a eu la parole, il a vraiment été absolument incendiaire vis-à-vis de tous les peuples du monde, de tous les pays, mais les traitant de terroristes, les traitant de nazis. Et vous êtes tous des nazis, il a dit. Et en prenant aussi la charte de l'ONU, et puis en la broyant. En la broyant, en disant voilà ce que vous avez fait. L'ONU a été créée pour nous défendre et pour nous, et voilà ce que vous êtes en train de faire. C'est toujours le discours de la victime éternelle. Et voilà, c'est navrant, mais ça apparaît maintenant au grand jour. C'est ça qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, cette propagande est tellement éculée. Tous les peuples voient ça et tous les pays voient ça, effectivement, et ça, c'est une très bonne chose. Et puis, bon, le sionisme est complètement dévoilé. Alors, je voudrais saluer aussi et dire, en fait, l'aspect qui montre que le sionisme est complètement dévoilé, c'est qu'il y a de plus en plus d'organisations juives qui se joignent au mouvement antisioniste et qui se joignent au mouvement Free Palestine, en fait, qui est le mouvement Liberté pour la Palestine, et qui disent que nous n'avons rien à voir avec le sionisme. Le sionisme est une usurpation du judaïsme, et être un bon juif aujourd'hui, c'est être un antisioniste. Et c'est être pour la Palestine. Ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau, je dirais, sur la scène internationale, et ça prend de l'ampleur. Les Juifs ont compris qu'ils ont été aussi utilisés, que leur histoire a été utilisée, dévoyée, etc., au service d'un projet colonial, qui est le projet sioniste, qui est une colonie de peuplement. Et donc là, vraiment, les masques tombent aussi. Et je voudrais saluer donc toutes ces organisations qui deviennent de plus en plus nombreuses et qui sont de plus en plus actives aux côtés des Palestiniens pour la justice et la liberté, en fait. Et ça, c'est pour le monde entier, en fait. Et là, aujourd'hui aussi, le slogan dans toutes les universités, qui est pour la liberté de la Palestine, et ils disent la Palestine, elle se bat pour nous, pour nos libertés à nous. Et donc, il est important de voir, de continuer ce combat. Et il y a eu même des slogans qui disaient « Le monde entier est occupé par le sionisme, sauf Gaza. » Donc, je les salue quand même. Maintenant, les choses sont de plus en plus claires. Les choses sont de plus en plus évidentes aux yeux du monde. Et la justice, la justesse du combat palestinien apparaît au grand jour. Alors je voudrais, avant de terminer cet entretien, je voudrais parler de Christophe Oberlin, qui est médecin humanitaire, professeur de médecine, qui a été une 50aine de fois à Gaza, et qui connaît bien donc, les Gazaouis, qui connaît bien la vie politique là-bas, et donc qui connaît bien le Hamas. Et il a fait ce témoignage récemment en disant voilà, que opération Rafah ou pas, le peuple palestinien, il ne s'en ira jamais de sa terre,
jamais on l'enverra dans le désert du Negev ou dans le Sinaï, qu'il était trop attaché à sa terre et qu'il avait une force de résilience, une force de vivre Absolument. qui est absolument incroyable. Et donc voilà, parce Alors, que de ce fait, tu je connais le voudrais, professeur Oberlin. effectivement, je voudrais saluer le professeur Oberlin qui est effectivement toujours au moins 3 fois par an en Palestine, à Gaza. Et le professeur Oberlin est un professeur de médecine humanitaire, mais aussi en même temps un grand chirurgien, un grand neurochirurgien qui s'active justement dans toutes les opérations où on a perdu un membre, pas seulement la main, et il a formé beaucoup de chirurgiens palestiniens à Gaza. Il dit qu'ils sont tout à fait compétents et excellents au niveau médical. Il parle beaucoup du peuple gazaoui qui est très instruit, et en fait de cette capacité de Gaza, du peuple de Gaza, en fait remonter, je dirais un peu comme le phénix, hein, remonter de ses cendres et tous les constructions, refaire toutes les constructions, refaire des universités, etc., malgré les destructions, parce qu'il faut quand même rappeler que Gaza a été attaqué en 2008, en 2009, en 2014, en 2012, pardon, en 2014, en 2019, en 2000... Et pratiquement, ça c'est la 5e, 6e fois en même pas 15 ans, en 20 ans, depuis 2007 en fait, hein, parce que le tort de Gaza, c'est qu'en 2007, ils ont fait des élections auxquelles ont assisté d'ailleurs comment Observateur. dire, une commission internationale pour surveiller. Et donc, dans ces élections, les Gazaouis ont choisi Hamas. Et à partir de ce moment-là, parce que le résultat de vote ne plaisait pas à l'occupant, à partir de là, à l'occupant et de ses alliés, hein, et à partir de ce moment-là, Gaza vit sous blocus, hein. Donc, malgré le blocus, ils ont construit des universités, ils ont reconstruit la ville, ils ont reconstruit des tours d'habitation, des hôpitaux magnifiques, etc. Donc, de toute façon, et en fait, on voit même maintenant, sous les bombes, quand il y a quelqu'un quand ils se retrouvent, ils font des animations pour les enfants, ils font l'école de plein air pour les enfants parce qu'il n'y a plus d'école, tout a été détruit, etc. Chacun regroupe les enfants, les fait apprendre, etc. Mais aussi du chant, de la danse, etc. parce qu'ils aiment la vie aussi. Et ça, c'est quelque chose de très, très important à voir dans la mentalité des Palestiniens et dans la mentalité à Gaza. C'est qu'on aime la vie, on aime s'amuser, mais aussi on prend notre vie en main en nous instruisant et en menant notre barque de nous-mêmes et en prenant le maximum de tous les jours pour sauvegarder notre terre, sauvegarder notre culture, très important, et sauvegarder notre histoire. Eh bien, Issa Midani, merci beaucoup. Je mentionne le documentaire Le Descendant qui est disponible sur Internet. On pourra mettre le lien en description de cette vidéo, qui est un documentaire sur un ancien du Bétar qui aujourd'hui vit dans une colonie en Cisjordanie, une des colonies les plus importantes, celle qui est près de Hébron. Et donc c'est intéressant de voir la mentalité de ces personnes-là, de bien comprendre à quel point ils se sont enfermés dans une idéologie messianique. Occupants, tu veux dire? Oui, oui, oui. Ouais. Et moi, par contre, je voudrais signaler aussi, et ça, je suis ravi de l'avoir vu, de l'avoir trouvé sur Internet, d'un documentaire qui est très, très important sur l'historique, justement, de la Palestine, qui s'appelle La Terre parle arabe. Mhm. Et ça, vous pouvez le trouver sur YouTube.
La réalisatrice, c'est Maryse Gargour. Et il y a beaucoup la présence d'un sociologue important qui y parle, qui est prof à l'université à Londres aussi, qui y parle. Donc, La Terre parle arabe. On mettra également en description de cette vidéo. Et je termine cet entretien en mentionnant que la prochaine émission sera en direct. Et donc, la fin de l'émission, on réservera au moins 10 minutes, peut-être même un quart d'heure, pour que tu puisses échanger, toi et Sarah, avec les internautes, pour qu'ils puissent te poser des questions, faire des interventions. Bien sûr, s'ils peuvent faire des interventions courtes, je le rappellerai la prochaine fois, mais ça permettra, toi, de répondre plus longuement, évidemment, et de faire parler plusieurs internautes. Voilà. Ça sera super sympa. Donc, nous sommes en train de faire évoluer aussi nos moyens d'interaction avec vous. Voilà. Je vous salue très, très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.